Je pense que, comme beaucoup de monde, on a tous déjà vu une bande-annonce qui, une fois terminée, on savait qu'elle allait rester gravée à jamais dans notre mémoire. Personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois. La première bande-annonce d'Avengers Infinity War, par exemple, m'a donné des frissons inimaginables. Je l'ai tellement regardée que je pourrais probablement en faire une description plan par plan sans même la revoir. Du côté des jeux vidéo, il y a bien sûr celle de GTA 6, inutile d'expliquer pourquoi, tout le monde sait. Et comment oublier le premier teaser de The Last of Us Part 2, j'ai littéralement sauté de joie en comprenant que j'allais enfin retrouver mon duo préféré. Enfin ça, c'était avant d'y jouer. Mais celle qui m'a le plus marqué reste une vidéo publiée sur YouTube en 2016. Une démo de gameplay de 10 minutes d'un jeu pas encore sorti à l'époque. La vidéo s'ouvre sur un personnage masculin conduisant une moto avec une ambiance et des graphismes tout simplement incroyables. Par la suite, on peut l'observer s'aventurer à pied dans des décors post-apocalyptiques, te donnant rapidement une idée de quel genre de jeu ça va être. Et si c'était pas assez évident, il y a qu'à être plus explicite. Pendant quelques secondes, je me suis dit non. Pas possible, ils vont quand même pas faire un jeu où t'affrontes des milliers de zombies qui te courent après. Si c'est le cas, ça serait vraiment impressionnant. Ok, faut croire que c'est bien le cas. Et c'est à partir de là que j'ai compris que je regardais une vidéo qui allait me marquer à vie. Voir ce personnage se battre seul contre une armée de morts-vivants beaucoup trop rapide pour lui, l'obligeant à passer des obstacles ou à en créer lui-même, le voir s'infiltrer dans un bâtiment pour avoir un peu de repos tandis que tu vois les murs s'effondrer de plus en plus, le voir prendre de la hauteur histoire d'en tirer un avantage sur ses adversaires et que pendant une demi-seconde on se dit « alors peut-être » et qu'en vérité, ce n'était que la partie immergée de l'iceberg. À sa sortie en 2019, j'ai pas hésité une seule seconde avant d'acheter Days Gone. J'ai lancé le jeu, passé d'innombrables heures dessus d'affilée et terminé l'histoire principale au bout de quelques jours. Et mon ressenti final était... putain, c'était génial. Et je me suis vite rendu compte que tout le monde n'était pas du même avis. Pas mal de critiques pointaient du doigt le gameplay trop conventionnel avec une boucle de mission peu innovante, des mécaniques vues et revues ailleurs, open world à la Ubisoft, craft à la The Last of Us, moto à la Mad Max, etc., sans réelle originalité dans l'assemblage. Et évidemment, comparé aux autres exclusivités PlayStation, beaucoup ont estimé que Days Gone n'avait pas une signature forte ou une proposition vraiment marquante. En somme, c'était vu comme un jeu correct, mais pas au niveau des autres studios PlayStation de l'époque. Et ce qui a totalement fait sombrer le jeu dans la merde, c'était les bugs. Que ça soit les chutes de performance, les problèmes de texture, les dialogues et effets sonores qui se déclenchaient pas correctement, les missions qui ne se déclenchaient pas non plus correctement, les bugs de collision et de physique, et j'en passe. Tout ça, et sans parler des problèmes en interne lors du développement et de la réception, ça a fait que le jeu a été considéré comme un échec. Et c'est pas les nombreux patchs qui ont corrigé énormément de problèmes qui ont changé grand chose. C'était trop tard pour Days Gone, qui aurait dû être une nouvelle licence forte de Sony, mais qui au final ne sera qu'un simple jeu sans suite. Et tout comme avec Cyberpunk 2077, il aura fallu attendre un moment avant que les joueurs se réconcilient avec ce jeu et comprennent que, ouais, ils ont raté quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'à mon sens, Days Gone est un jeu incroyable. S'il sortait aujourd'hui dans l'état dans lequel il est actuellement, les gens seraient comme des dingues. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. J'ai besoin de parler de ce jeu, parce qu'il le mérite. Alors, on va aussi parler de certains aspects négatifs, mais globalement, je vais quand même essayer de vous montrer qu'on a sûrement loupé la possibilité de voir une des meilleures licences de jeux de zombies de tous les temps. L'histoire s'ouvre sur une cinématique qui, selon moi, n'est pas vraiment pertinente. Je dirais même que ça m'a fait un peu peur pour ce qui est du reste du jeu, tant ce début est brouillon. Parce qu'on sent que l'empreinte de The Last of Us a grandement impacté ce projet et qu'on essaye de s'en inspirer à certains moments. Ce qui n'est pas un mal, s'inspirer d'un chef-d'œuvre, c'est tout sauf une mauvaise idée.
Sauf quand c'est mal exécuté, ce qui est le cas dans cette première scène qui n'a aucun sens. Notre histoire s'ouvre sur nos protagonistes directement au cœur de l'action. Ils sont en train de vivre le début de la propagation d'un virus zombie. Et l'un de nos personnages a été grièvement blessé, faisant qu'il faut à tout prix l'emmener en urgence dans un de ces hélicoptères qui pourront ensuite l'emmener dans un camp de réfugiés, pour peut-être la sauver. Isabelle revient. Vous venez? Non. Dick! Ah putain. Et qu'est-ce que t'as fait? Et que c'est médiocre comme introduction. Et pour justifier mon argument, je vais faire une comparaison avec l'introduction de The Last of Us 1, qui lui avait compris comment il fallait introduire tout ce délire d'infecté correctement. Dans The Last of Us, on prend le temps, on incarne la fille de Joel, on explore sa chambre, on voit qu'elle cherche son père et on ressent la montée de la tension, puis quand ça commence à exploser, on incarne Joel, et là, le chaos s'installe. Et ce qui est important dans tout ce que je vous raconte, c'est qu'on a vécu chaque seconde, on a ressenti chaque perte et c'est nous qui avons vécu ce drame. On a été acteurs de cette chute du monde et c'est pour ça qu'on pleure quand la fille de Joel meurt. Alors que dans Days Gone, tout va trop vite. L'intro est entièrement en cinématique et on nous balance 3 personnages au cœur de l'action, Deacon, Boozer et Sarah. Sauf que... on ne sait rien d'eux. On comprend juste que Sarah et Deacon sont en couple, mais on n'a pas le temps de s'attacher à eux. Sarah est blessée, ok, il faut l'emmener quelque part, ok, elle monte dans un hélico sans Deacon, ok, mais pourquoi je devrais m'en soucier? Je ne la connais pas, je sais pas qui elle est, et y a aucun gameplay pour nous impliquer émotionnellement. On regarde juste une scène qui nous dit... c'est grave, mais sans nous donner une raison de le ressentir. Pire encore, dans cette introduction de Days Gone, on ne voit même pas un seul infecté. On voit même pas le moment où tout est parti en couille. Aucun danger réel. C'est juste Sarah est blessée, il faut l'évacuer. Mais sans contexte, sans enjeu clair, sans monter en tension, la scène ne produit aucun impact. On est censé comprendre que c'est la fin du monde, mais on ne le ressent pas. Alors que dans The Last of Us, tout est limpide. On voit les gens paniquer, on voit la ville brûler, on voit les infectés, les routes bouchées, les décisions déchirantes, et surtout, on les vit à travers le gameplay. C'est là toute la différence. Donc non, Days Gone n'a pas une bonne introduction, elle est trop rapide, trop floue, trop détachée. Et c'est dommage parce que le jeu a des choses intéressantes à raconter, mais quand on rate l'intro, on rate aussi la première occasion de connecter émotionnellement le joueur au personnage. Et ça, c'est difficile à rattraper. D'ailleurs, on remarquera que les 2 personnages dont on est censé pleurer leur disparition sont 2 blondes s'appelant Sarah. C'est sûrement une coïncidence. La suite de Days Gone est plutôt rassurante malgré tout. On développe le lore, les personnages, et on voit enfin des putains de zombies. Ou plutôt, comme ils sont appelés dans le jeu, les Freakers. Et honnêtement, je les trouve cool. Encore une fois, The Last of Us avait bien redéfini intelligemment le mythe du zombie avec le cordyceps. Et ce prétexte du champignon a permis de créer des infectés variés, avec des formes physiques différentes, des aptitudes spécifiques et même des modes de contamination alternatifs, comme les spores. Days Gone, lui, propose une approche plus basique, mais avec une vraie originalité, le contexte de l'infection. Le virus Freaker n'a pas un effet unique et standard, il agit de manière imprévisible, en modifiant l'organisme selon les capacités naturelles de la personne infectée. En gros, il s'adapte à l'hôte. Du coup, on se retrouve avec plusieurs sous-types de freakers. Il y a d'abord les classiques, des adultes normaux devenus fous, violents et agressifs. Ensuite viennent les têtards, qui sont des enfants infectés. Comme leur corps est plus petit et encore en développement, le virus les rend plus rapides, plus agiles, mais aussi plus fragiles. Et eux, ils attaquent que si tu es affaibli ou distrait. Puis, il y a les brutes, souvent d'anciens militaires ou des bodybuilders faisant que leur masse musculaire a été monstrueusement amplifiée par le virus, au point qu'ils deviennent presque invincibles.
Les plus chiantes à mes yeux, ce sont les Buglards, des freakers féminins qui hurlent pour attirer tous les infectés du coin sur ta tronche. Et très tard dans le jeu, on découvre un autre type d'infecté dans une scène tout bonnement incroyable où l'on doit se rendre dans une grotte et découvrir ce qu'est en train de fabriquer le Nero, une organisation mystérieuse qui étudie de plus près le virus Freakers. O'Brien, j'ai trouvé le dernier de vos hommes. Cooper d'après son badge. Bien reçu. Oh putain! Attendez, il est encore en vie! Attendez, hé! Cooper! Hé, je suis là! On va vous sortir d'ici, d'accord mon gars? Cooper! Cooper, à vous! Désolé, c'est dégénéré. L'équipe massacrée. Venez! Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il y a, Deacon? Cooper! Ses jambes sont en miettes! Bougez pas, restez avec lui. Je vous envoie une autre équipe. Non. Ma combi est percée. Je m'en sortirai pas. Hey. Laissez-moi parler à Jen. Faites venir Jen, vite! Cooper, bon sang, qu'est-ce qui vous a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est si vite. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu arriver. Vous voulez dire que c'est un mutant qui vous a fait tout ça? Un sprinter. Le sprinter. Cooper, tu es là? Jen, Je suis là. je crois pas. Je pensais plus jamais entendre ta voix. Jamais. On va venir te chercher. Tu m'entends? Go! Jen. Je suis là. Oh mon Dieu. Jen, tenez bon. Sortez-la d'ici. Il est mort. Bien reçu. Terminé. Un sprinter. Le Freaker est donc ici appelé Sprinter, car il est incroyablement rapide. Mais ça n'empêchera pas d'en tuer comme il se doit à chaque fois qu'on en croisera un. Alors, il manque encore un type d'infecté humain dont je vous ai pas parlé, mais je vais y revenir plus tard, puisque c'est directement lié à la fin du jeu et à une potentielle suite. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai employé les mots infectés humains, puisqu'il y a aussi des infectés animaux. Et bordel, que ça fait plaisir. Pour moi, dans un univers post-apo avec des zombies, c'est presque essentiel d'avoir des créatures animales infectées. Ça enrichit l'univers et ça pousse encore plus loin l'idée que le monde entier est en train de sombrer. Et dans Days Gone, on retrouve notamment des loups infectés, ce qui les rend plus puissants, plus rapides et instables, mais aussi des ours et des corbeaux. Et pareil, ils sont plus forts, mais surtout plus enragés. Vous l'aurez compris, niveau bestiaire d'infectés, c'est plutôt pas mal. En revanche, ce que je trouve bizarre, c'est la manière dont fonctionne l'infection. Dans ce jeu, à aucun moment on ne voit un humain être mordu ou griffé, puis se transformer. On sait pas non plus si c'est un virus qui se propage dans l'air, parce que dans ce cas-là, pourquoi il y a autant de gens vivant à l'extérieur qui peuvent vivre tranquilles sans masque? Donc, je sais pas si c'est un mystère ou une vraie incohérence du jeu. Mais pour le moment, on est sans réponse et on risque pas d'en savoir plus de sitôt. Ce que l'on sait en revanche, c'est que les Freakers vivent dans des nids, parce qu'il faut savoir que ce ne sont pas des zombies morts-vivants. Ils sont vivants, mais mutés. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles en VF, on les appelle pas les Freakers, mais les mutants. Et comme tout être vivant, ils ont besoin de dormir, de récupérer, de se protéger, etc. etc. Les nids sont donc des zones de repos. Des abris où ils dorment la journée parce qu'ils sont photosensibles, ils supportent mal la lumière et aussi la chaleur. En fait, c'est presque un comportement animal, voire insectoïde. Et encore une fois, on y reviendra plus tard parce que tous ces comportements sont liés à la fin secrète du jeu. Maintenant qu'on s'est intéressé aux infectés, on peut enfin parler des humains, parce que bien sûr, dans un monde post-apocalyptique, c'est souvent l'humain qui est le plus dangereux. Il n'y a plus de règles, plus de lois, plus personne pour faire respecter quoi que ce soit, et quand t'enlèves tout ça, tu vois vraiment de quoi l'humanité est capable. Parmi les pires qu'on croise dans Days Gone, il y a les Reapers, et eux, ils sont à un autre niveau de dangerosité, parce que c'est pas juste des bandits ou des pillards, non.
eux, c'est une vraie secte. Leur délire, c'est de vénérer les Freakers. Ils les considèrent même pas comme des ennemis, mais comme une forme d'évolution, un genre de divinité vivante. Et pour les rejoindre, ils se mutilent, se scarifient, se rasent le crâne. C'est limite si certains cherchent pas à se faire contaminer volontairement. Pour bien nous faire comprendre que ces FDP sont pas là pour rigoler, on va les voir torturer le personnage de Boozer. Parce que chez eux, le tatouage, c'est négatif. Ces tatouages sont les symboles mortuaires d'un homme mort, les symboles des égarés. Lâchez-moi, bâtard fils de pute. Hé, motard, tu dois être déchu, motard, car tu es égaré et nous avons été trompés. On va te montrer. Toi n'a pas été trouvé. Tu es égaré. Égaré. Renonce. 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 Leur chef Carlos est l'un des antagonistes les plus marquants du jeu, alors que pourtant, il nous est présenté comme quelqu'un de lambda. Mais c'est justement ce qui le rend mémorable. Ça aurait pu être n'importe qui à sa place. N'importe qui peut sombrer dans une telle folie. Et c'est d'ailleurs une idée qui est accentuée par le personnage de Lisa, une jeune gamine innocente qui a perdu ses parents et qui a fini par embrasser l'idéologie des Reapers, au point où elle perd justement le peu d'innocence qui lui restait déjà. Mais heureusement, tous les survivants ne sont pas devenus fous. Les autres sont aussi devenus débiles, parce que dans Days Gone, on peut aussi voir différentes communautés humaines, avec leurs propres règles, leur idéologie, leurs leaders et leurs défauts. Il y a par exemple le camp de Copland, un genre de survivaliste parano à fond dans les théories du complot. Chez lui, c'est la loi du plus fort. Il croit dur comme fer que le gouvernement a tout orchestré, que la fin du monde était prévue, et il se sert de la peur pour garder le contrôle de ses troupes. Sa radio balance constamment des discours ultra paranoïaques à la limite du ridicule parfois, mais qui montrent bien comment certains peuvent utiliser la peur pour prendre le pouvoir. Il y a aussi le camp de Tucker, et elle, franchement, elle est imbuvable. Son camp, c'est une caricature dystopique déguisée en refuge. Officiellement, elle protège les survivants, mais en réalité, elle les exploite. Chez elle, c'est simple, si tu veux manger, tu bosses. Pas de travail, pas de ration, pas de pitié non plus. Les gens sont traités comme des pions, parfois comme des esclaves. Et le pire, c'est que Tucker est convaincue d'agir pour le bien commun. Elle se voit comme une gestionnaire, une femme forte qui maintient l'ordre coûte que coûte. Et enfin, il y a le camp d'Iron Mike. Là, c'est une approche totalement différente. Mike croit encore en une forme de justice, de paix, de reconstruction. Lui, il veut éviter les conflits inutiles, trouver des compromis, même avec des gens qu'on aurait envie d'éliminer. C'est un personnage qui incarne une forme d'humanité, de sagesse, mais qui parfois en paie le prix. Parce que dans un monde aussi brutal, tendre la main peut te faire perdre la tête, littéralement. Et au milieu de tout ça, il y a Deacon St. John, un ancien biker, vétéran de guerre et surtout un homme qui a tout perdu. C'est pas le héros classique, c'est pas un sauveur ni un leader né, c'est juste un gars brisé qui survit plus qu'il ne vit. Et ça se ressent dès les premières heures de jeu. Mec! Je crois qu'il est mort. Tu vas me péter mon fusil. Ouais. Ok. Ce qui rend Deacon intéressant, c'est justement cette ambivalence. Il est capable du pire comme du meilleur. Il peut massacrer un groupe d'humains sans cligner des yeux. Mais aussi passer des heures à chercher un objet perdu qui rappelle un souvenir de sa femme. En fait, il est constamment tiraillé entre sa rage et son humanité, entre l'homme qu'il était et celui qu'il est en train de devenir. Au départ, tu sens qu'il est dans le déni. Il refuse de faire son deuil, refuse d'accepter que Sarah est morte. Il s'accroche à un espoir presque absurde, comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Et ce fil, aussi mince soit-il, va le pousser à traverser des paysages entiers, à survivre à des freakers, à des ennemis humains, à des trahisons, tout ça pour une chance, une infime chance de retrouver celle qu'il a perdue. Et ce n'est pas juste une quête d'amour, c'est une quête d'identité. Qui est Deacon sans Sarah?
Un homme perdu, un tueur, un survivant parmi tant d'autres, ou quelqu'un qui peut encore croire en quelque chose de plus grand que lui. Et ces questions commenceront à trouver des réponses suite aux événements graves par rapport au bras de Boozer qui a été complètement carbonisé. Deacon sera obligé de s'aventurer dans le coin pour trouver de quoi améliorer son état, ou voire même mieux, trouver de l'aide. Et plus tu avances dans le jeu, plus tu vois son évolution. Il commence à reconstruire des liens, à faire confiance, même si c'est difficile, à s'impliquer dans le destin des autres. Il n'est plus seulement le mec qui fait des boulots pour des crédits, c'est quelqu'un qui redevient un être humain. Et ça, par le biais de Boozer justement. Parce que Boozer, c'est bien plus qu'un acolyte ou un second rôle, c'est le frère de cœur de Deacon. Son dernier lien avec le monde d'avant et avec sa vie d'avant. Et dans ce monde ravagé, leur amitié est l'un des rares trucs qui tient encore debout. Quand Boozer se fait brûler le bras par les Reapers, Deacon perd un pilier. Parce que c'est pas juste une blessure physique, Boozer, ce mec fort, indépendant, un vrai dur à cuire, se retrouve affaibli, vulnérable et peu à peu en train de mourir. Et pour Deacon, c'est un vrai électrochoc. Parce que voir Boozer tomber, c'est comme se voir lui-même sombrer dans un miroir. Il comprend à ce moment-là que s'il ne fait rien, il va tout perdre. Son frère, son humanité et peut-être même son espoir de retrouver Sarah. Et même bien plus tard dans le jeu, quand on finira par enfin soigner Boozer, celui-ci sombrera lentement dans une dépression silencieuse. Il reste enfermé, ne parle plus, refuse de manger, comme s'il avait baissé les bras. Et c'est là qu'intervient ce petit moment, à première vue anodin, mais qui en dit long. Deacon part chercher un chien pour Boozer. Un acte profondément symbolique, puisque Deacon refuse de laisser son frère mourir à petit feu, et c'est lui qui recrée un lien. Une raison de sourire, une raison de se lever le matin. Il donne à Boozer une présence vivante, affectueuse et loyale. Un truc qui ne juge pas, qui ne pose pas de questions, et surtout, il lui donne une mission, protéger quelque chose d'autre que lui-même. Parce que dans un monde comme celui de Days Gone, garder son humanité passe souvent par des choses simples. Comme prendre soin d'un autre être vivant, aussi petit soit-il. Ce chien, c'est une lueur dans l'obscurité, un rappel que même dans un univers où tout est en ruine, il y a encore des gestes tendres, des moments de répit. Et quelque part, c'est aussi une manière pour Deacon de se réconcilier avec ses propres émotions. C'est sa façon de dire, on n'est pas que des survivants, on est encore des humains. Et pour faire contrepoids à tout ça, le jeu introduit le personnage de Schizo. Celui qui représente ce que le monde post-apocalyptique peut faire ressortir de plus toxique, lâche et égoïste chez l'homme. Dès ses premières apparitions, Schizo dégage un truc louche. Il parle trop bien, il est trop sûr de lui, toujours un peu dans la manipulation, faussement loyal à Iron Mike, le chef du camp qu'il sert, mais uniquement quand ça l'arrange. Il se présente comme un survivant modèle, celui qui fait le sale boulot, qui connaît les bonnes méthodes, mais très vite tu captes que c'est un mec qui pense avant tout à sa gueule. Ce qu'il définit, ce n'est pas sa brutalité ou sa cruauté, parce qu'il en est capable bien sûr, mais plutôt son opportunisme pathologique. Il cherche jamais à protéger les autres. Il veut seulement du pouvoir, du contrôle et surtout être du côté des gagnants. Il ne croit pas à la coopération, à la solidarité et encore moins à l'espoir. C'est à se demander comment il s'est retrouvé dans le camp d'Iron Mike. Parce que pour lui, c'est chacun pour soi et tant pis pour les faibles. Et c'est cette vision pourrie du monde qu'il applique au quotidien dans ses décisions. Contrairement à ce qu'il veut faire croire, Schizo, c'est pas un dur. C'est pas un guerrier, c'est un mec rongé par la peur. Mais une peur toxique, qu'il transforme en agressivité et en haine. Il n'aime pas les freakers, évidemment, mais ce qui l'effraie encore plus, c'est ce qu'il ne contrôle pas. Les gens comme Deacon, qui agissent en suivant leur propre code et qui n'acceptent pas de se soumettre. Cela, il les hait. Et c'est ça qui le pousse lentement mais sûrement à trahir tout ce qu'il prétend défendre. Schizo va jusqu'à s'allier avec les Reapers parce qu'il pense que c'est la meilleure façon d'éliminer Deacon, tout en consolidant son pouvoir dans le camp. Il trahit Iron Mike, l'homme qu'il a recueilli, nourri et protégé. Il trahit ses propres gens, il pactise littéralement avec l'ennemi et tout ça dans le dos de tout le monde. Et le résultat, un carnage. Des morts inutiles, une guerre qui aurait pu être évitée. Mike croyait à la paix, à la possibilité de reconstruire une société sur des principes simples, la parole, la confiance et le respect. Et Schizo, en un seul acte, piétine tout ça pour son intérêt personnel.
En fait, Schizo, c'est le miroir inversé de Deacon. Là où Deacon apprend à renouer avec son humanité, Schizo s'enfonce dans la monstruosité. Là où Bowser se relève grâce à l'amour et à la loyauté, Schizo trahit ses proches au nom de sa paranoïa. Là où certains essaient de préserver un peu de lumière dans un monde brisé, lui choisit volontairement les ténèbres, pas par obligation, mais par choix. Et ce que je trouve oufissime avec tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est que ça représente juste la première partie du jeu. Le délire avec les Reapers, les Freakers, Bowser, Schizo, Iron Mike, tout ça, représente genre 45% de l'histoire principale. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est énorme. Niveau durée, on est je pense à plus de 25 heures de jeu. Personnellement, quand l'arc avec les Reapers et Iron Mike se sont terminés, j'étais persuadé que les crédits allaient se lancer. Et honnêtement, le jeu avait toutes les raisons du monde de s'arrêter là. Une map plutôt pas mal, une histoire qui tient la route, des arcs de personnages arrivés à leur terme. Pour moi, c'était déjà un projet réussi. Et au final, pas du tout. Iron Mike nous emmène dans un lieu avec un passage secret nous menant à une autre partie cachée de la map, qui est juste énorme et nous laisse seuls pour qu'on puisse découvrir cette seconde partie de l'histoire qui va introduire de nouveaux personnages, de nouvelles thématiques, du développement pour le lore, etc. etc. Et parmi ces personnages, on retrouve qui ? Bon, laissez-moi vous donner un peu plus de contexte. Au tout début de l'histoire, Deacon fait la rencontre d'un certain O'Brien, le même gars qui avait récupéré sa meuf dans la première scène du jeu. Évidemment, Deacon lui demande ce qu'il est arrivé à sa femme et O'Brien lui promet de se renseigner sur la question si Deacon décide de travailler pour lui. Travail qui consiste à pister des membres du Nero et comprendre un peu plus ce qu'il se passe avec les infectés. Ce qui nous a d'ailleurs mené plus tôt dans la vidéo à rencontrer le Sprinter. Enfin bref, après quelques missions, O'Brien nous fait clairement comprendre que Sarah est vivante et qu'elle est sûrement dans le coin, ce qui explique pourquoi Deacon s'est éloigné de la première partie de la map. Pour la trouver. Durant son aventure dans cette nouvelle région, Deacon fait la rencontre d'un groupe militaire en train de se faire défoncer par un ours mutant. Évidemment, on va les aider et faire tout le sale boulot à leur place, faisant qu'ils vont nous proposer de rejoindre leur énorme camp militaire. Faut savoir que tout ce nouveau territoire est sous le contrôle d'un seul homme, le colonel Matthew Garrett. Cet ancien militaire a fondé un camp basé sur la discipline absolue, l'obéissance totale et un rejet fanatique de toute faiblesse. Et ça, c'est quelque chose que l'on comprend très vite dès la première scène où il apparaît, qui est certainement un de mes moments préférés du jeu. Et vous, fiston? Vous savez manier une arme? Saint John, Deacon, oui, je sais manier une arme. Vous êtes un drifter. Tendez votre bras droit. La division de montagne, Irak. Afghanistan. Service honorable, ne mentez pas, je le saurai. Détaché une fois, servi avec honneur, j'en ai détesté chaque minute. Ouais, tu ne mentiras point. C'est bien. Levez la main droite. Jurez-vous solennellement de soutenir et défendre la nouvelle Constitution des États-Unis d'Amérique contre tous les ennemis, naturels ou non naturels, de participer à son application concrète et d'obéir à tous les ordres sans hésitation. Le jurez-vous en votre âme et conscience? Je le jure. Disposez. C'est pas longtemps après cette scène que l'on retrouve enfin Sarah. Sauf qu'au lieu d'avoir des retrouvailles avec des bisous, des câlins, des mots d'amour, puis ensuite qu'on parte ensemble main dans la main s'aventurer loin de tout ce merdier, là c'est plus soutenu, si on peut dire ça comme ça. Sarah. Garde à vous, soldat. Sarah, Stop. Non, tu es mort. Tu es mort. T'es censé être mort. T'es mort.
Ça va. T'es mort. Je suis là. Attends une seconde. Je suis larguée, j'arrivais pas à te Je croyais retrouver. que t'étais morte et je... Non, on a été envahis Zoé et moi, on a dû partir au sud. Le Oui, Nero a dit le que Nero, personne n'avait j'ai survécu. trouvé O'Brien, j'ai trouvé Farewell un était passage infesté, ils ont dit que tout le monde à avait travers été la tué. montagne. Je pensais plier. J'avais abandonné tout espoir de te Te revoir. revoir. Hé, écoute-moi. On peut se tirer d'ici, partir dans une direction sans se retourner. Allez, viens. Non, non, Deacon. Je peux pas. C'est eux, ils te forcent à rester? Non, tu réalises pas. On est en pleine guerre, là. Tu le vois pas? Et cette guerre, on peut la gagner. Je suis pas venu là pour faire la guerre. Ici, je suis utile. Je peux faire la différence, mais je peux pas partir avec toi. Je dois rester ici. Tu comprends? Tu peux rester ici avec moi et m'aider. C'est après cette séquence qu'on comprend qu'on est encore loin de la fin du jeu. Sarah n'est plus la même femme. Elle s'est endurcie, elle s'est adaptée à ce monde, mais elle s'est aussi refroidie. Elle vit désormais sous le joug du colonel Garrett au sein de sa milice. Elle n'est pas prisonnière au sens physique, puisqu'elle travaille comme chercheuse là-bas de son plein gré, et elle a un certain statut. Mais elle est prise au piège idéologique. Pour survivre dans cet environnement ultra-autoritaire, elle a dû taire ce qu'elle était. Se fondre dans les règles et jouer le jeu. En d'autres termes, elle a mis son humanité entre parenthèses pour avoir une chance de comprendre le virus des Freakers. Elle est convaincue qu'une solution est possible pour peut-être guérir les malades et préserver ce qu'il reste de l'espèce humaine. Et c'est là toute la nuance entre Sarah et Deacon. Elle rêve pas de retrouver le passé, elle veut construire un futur, alors que Deacon, lui, reste encore bloqué en quelque sorte dans le passé. Il vient chercher Sarah avec une énergie viscérale, pleine d'amour et de mémoire, sauf qu'elle, elle s'est coupée de tout ça pour rester fonctionnelle. Il y a aussi un contraste entre leurs manières de penser. Sarah représente maintenant la foi dans le progrès, elle incarne la science froide mais lucide, qui tente de poser des bases solides pour reconstruire, même si ça implique des sacrifices. Là où Deacon fonctionne plus à l'instinct et au cœur, Sarah, elle, fonctionne sur la réflexion et au cerveau. Mais placée dans l'univers militarisé de Garrett, cette intelligence devient un outil d'oppression pour Sarah. Et c'est ce qui rend son rôle si important. Elle cristallise l'ambiguïté du monde post-apocalyptique. Même les plus brillants, même les plus bien intentionnés peuvent se retrouver enrôlés dans un système destructeur s'ils baissent la garde. Et c'est pour ça que Deacon doit agir pour la faire sortir de là et faire briller à nouveau sa femme dans un contexte plus adéquat. Parce que du coup, vous l'aurez compris, le colonel Garrett, c'est pas vraiment un gentil. Un peu comme le camp de Tucker, le camp du colonel semble cool à première vue. Les gens y mangent, travaillent, vivent dans une relative sécurité, mais très vite tu comprends que cet ordre n'est qu'un vernis. En réalité, c'est une dictature paranoïaque déguisée en refuge. Garrett croit dur comme fer à sa mission quasi divine, purifier l'humanité. Il ne veut pas seulement survivre, il veut reconstruire un monde nouveau, mais selon sa vision extrême, militariste et moralement rigide. Il bannit l'alcool, les drogues, tout ce qui est faiblesse et impose une hiérarchie de fer. Il prétend sauver les gens, mais en vérité, il les domestique, les endoctrine, les rend complices de sa croisade fanatique contre tout ce qui ne rentre pas dans son idéologie. D'un point de vue symbolique, ce camp représente une dérive totalitaire née du traumatisme de l'apocalypse. Là où certains comme Iron Mike tentaient de reconstruire sur la base du dialogue et de la paix, Garrett impose l'idée que l'humain ne peut survivre qu'en étant contrôlé, que la liberté, la compassion, les émotions sont des faiblesses à éradiquer. C'est le retour de la verticalité de l'autorité d'un monde noir et blanc où les gens sont soit des soldats, soit des ennemis, ce qui rappelle la manière de penser d'un autre personnage qu'on a vu un peu plus tôt. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout anodin. Mais du coup, pour ceux qui se demandent, comment Garrett compte gagner sa guerre idéologique? Bah en éliminant la plus grosse menace de Days Gone, celle que j'ai évoquée en début de vidéo, les hordes. Bien qu'il y ait des freakers plus puissants que d'autres, s'il y a bien une chose que tout le monde redoute plus que tout dans ce jeu, et je parle même pour les joueurs, c'est quand les freakers se rassemblent pour bouffer tout ce qui se trouve sur leur chemin.
Surtout que là, on n'est pas dans The Walking Dead. Les zombies ne marchent pas à 2 km/h. Dans Days Gone, ils courent et sans jamais s'épuiser, ce qui va obliger au joueur de toujours avoir un plan avant de s'en prendre à ces monstres. Quand Deacon arrive dans le camp du colonel Garrett, celui-ci nous présente 2 personnes qui cherchent un moyen d'en finir avec ces hordes. La première, on l'a déjà vue, c'est Sarah qui souhaite sauver les infectés en les soignant plutôt qu'en les butant, et la seconde personne, c'est un certain Weaver, et lui, c'est tout l'inverse de notre femme. Il veut tout faire péter. C'est d'ailleurs dans une mission incroyable qu'on va tester ses armes au napalm en faisant face à l'une des plus grosses hordes du jeu. Et ça encore, c'est rien comparé à la horde de la Sierry, qui est la plus iconique du jeu puisque c'est justement celle que Deacon affrontait dans la toute première démo en 2016. C'est la plus grosse et dangereuse, et autant vous dire que faire face à autant de freakers à la fois, y a rien de plus flippant et jouissif. J'aimerais faire un petit aparté sur le traitement des motos dans ce jeu. Ce que j'adore avec celle qu'on obtient, c'est que le jeu ne nous a pas filé une machine toute pimpée directe. Enfin, si, mais au final, on nous la vole et on nous la démonte, ce qui nous oblige à tout reconstruire. Et déjà là, tu captes que cette moto, elle va représenter bien plus qu'un moyen d'aller à un point A à un point B. C'est l'identité de Deacon. C'est son passé de biker, son besoin de liberté, mais aussi son refus de s'arrêter. Tant que la moto roule, il est vivant. Et puis, il y a la manière dont tu l'entretiens. Tu dois faire le plein, la réparer, l'améliorer, bref, tu prends soin d'elle. Et en prenant soin d'elle, quelque part, tu prends soin de Deacon lui-même. C'est presque thérapeutique. Il peut pas affronter ce monde à pied, il a besoin de cette machine, comme d'un bout de son ancienne vie à laquelle il peut encore se raccrocher. C'est un prolongement de lui. Quand il l'enfourche, il est à sa place, il est dans le mouvement. Parce que Deacon, c'est ça. Il roule pour pas sombrer. Rouler, c'est survivre, c'est fuir ses démons, c'est aller chercher Sarah, affronter les freakers, tout ce bordel. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que tu tombes en rade d'essence ou que ta bécane est en feu, t'as une montée de stress parce que t'es à poil en fait. T'es plus rien sans elle, comme si elle était devenue ton armure. Donc ouais, elle est là, tout le temps, et faire de la moto dans un monde post-apocalyptique, je sais pas vous, mais c'est vraiment un délire. Bon, je pense qu'il est temps de parler de la fin de l'histoire. Dans celle-ci, le personnage de Schizo revient et se fait recruter par la milice du colonel Garrett. Sauf qu'en voyant Deacon, il comprend ce qu'il se passe et tente de lui la mettre à l'envers à nouveau, en l'accusant de choses graves qui feront que Garrett va condamner Deacon à mort. Évidemment, il finira malgré tout par s'en sortir et va rassembler tous ses anciens alliés pour prendre d'assaut la milice du colonel Garrett et pour libérer Sarah. Ce qui rend la fin du jeu puissante, c'est qu'elle oppose Deacon, un homme qui a retrouvé sa capacité à aimer, à croire en quelque chose de personnel dans un monde où seul compte le groupe, et le colonel Garrett, qui lui ne comprend pas l'attachement, le deuil, la douleur et l'amour. Pour lui, tout ça c'est inutile. Et c'est là que le parcours de Deacon prend tout son sens, parce qu'il est devenu tout ce que Garrett méprise. Un homme libre, guidé non pas par la haine ou la peur, mais par le souvenir de ce qu'il a perdu, par l'envie de protéger ceux qui lui restent, sans idéologie, sans uniforme et sans drapeau. À la toute fin, ce système militaire s'effondre, non pas à cause des freakers, mais à cause de ses propres contradictions internes. Le colonel Garrett meurt empoisonné par Sarah, et sa milice disparaît grâce à Deacon. Et donc symboliquement c'est Sarah qui plante la graine, Deacon qui l'arrose, et c'est tout l'univers de Garrett qui se met à pourrir. Tout est bien qui finit bien, et malheureusement cette fois, il n'y aura pas de nouvelles surprises. C'est véritablement la conclusion de l'histoire principale. Alors bien sûr, il y a plein d'histoires secondaires, mais je pense pas pouvoir dire grand chose dessus, donc mieux vaut ne pas s'y attarder. En tout cas, une chose est sûre, ce jeu mérite notre intérêt. Pour moi, Days Gone vaut vraiment le détour. Le lore est intéressant, les personnages sont cool à suivre, et même si niveau gameplay il n'y a rien de bien original et marquant, ça fait largement le taf, et je suis sincèrement dégoûté qu'aucune suite n'est encore prévue à ce jour.
pas vraiment dire que je m'attendais à avoir de vos nouvelles. C'est pourquoi cette fois? Croyez-le ou non, je suis content de vous revoir. Ça s'est mal passé l'autre nuit sur Wizard Island. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Brian? Je suis venu vous prévenir. Me prévenir? Comment ça? Vous vous souvenez? Quand je vous ai dit que les infectés mutaient. Ouais, ok, un mutant ça mute, en quoi ça m'intéresse? La souche du virus et ses effets sur les systèmes nerveux et lymphatiques humains, ils accélèrent. Et de façon exponentielle. Ils étaient au courant, bien sûr. Et depuis toujours. Mes supérieurs. C'est pour ça qu'ils étaient si secrets. Ils le savaient. Ils arrivent. Désolé. Vous ne pouvez rien faire pour les arrêter. Personne ne peut rien faire.